Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Hoop Culture avec toujours Pierre Armand Samama, mon acolyte, mon partenaire du dimanche. Ravi de te retrouver Pierre Armand, on a une émission un petit peu particulière cette semaine. Est-ce que tu veux nous en divulguer un petit peu des infos? Eh ben oui, l'été arrive, enfin l'été pour Ça certains, c'est pour les puisque Marseillais, hein, parce que nous on sait pas ce que c'est l'été en région parisienne, ça s'est ouais, pas ouais. produit depuis 89. Je vois que Théo il a mis des manches, alors ça me paraît improbable, j'ai pas vu des manches depuis quelques semaines, donc c'est très intéressant, il va falloir qu'on en reparle tout à l'heure. On fera une rubrique trauma, mais non, c'est l'été, donc l'été qui dit été dit compétition estivale, et qui dit compétition estivale, on parle des Jeux Olympiques bien sûr. Et quand on parle basket et Jeux Olympiques, au-delà de parler de l'équipe de France dont les matchs de préparation ont démarré et qu'on a vu de très belles choses, on pense évidemment à Team USA et à l'aventure, qu'elle soit de la Dream Team d'avant, d'après, jusqu'à aujourd'hui. Et pour ça, Théo, on était tous les deux, c'est très bien, ça fait longtemps qu'on voulait faire ce thème-là, mais on est rejoint par un invité et pas n'importe lequel. Et oui, on a la chance d'être rejoint par Elvis Rocan. Alors, si vous suivez de près nos podcasts, vous savez que Elvis, on a eu là le plaisir de le recevoir déjà dans un podcast pour parler un petit peu de son travail. Donc, avant que je laisse se présenter, voilà, Elvis qui écrit qui a écrit tout un tas de livres ces dernières années pour les éditions Talent Sport. Moi, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup, les 150 maillots cultes que tu avais sorti il y a quelques années, si je me trompe pas. Et là, tu viens de sortir un nouveau livre qui s'appelle Dream Team Legacy. Team USA et les stars NBA. Elvis, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que ça va être sympa de pouvoir parler un petit peu de Team USA et de l'impact de toutes les Dream Team et autres sélections à travers les âges. Donc voilà, à l'occasion des JO, avec mon éditeur chez Talent Sport, on s'est dit que ça serait pas mal de concilier nos deux passions, quoi, le basket et la NBA. Et donc, on a donc sorti ce livre. Là, il est sorti hier en librairie. Voilà. Pour ceux qui connaissent la collection des 50 stars que je sors tous les ans, c'est un petit peu sur le même principe. Donc, on a un rappel de toute l'histoire des JO et des Coupes du Monde de la section américaine, des portraits, des photos pleine page, des stats, des records. Il n'y a pas une page blanche, on l'a remplie à ras bord. Donc voilà, histoire de se rappeler un petit peu cette grande histoire et de se mettre bien pour les JO, quoi. Donc en fait, ce livre, lui, je pense qu'il peut servir un petit peu de guide pour ceux qui s'intéresseraient, qui suivraient les JO, mais qui n'auraient pas forcément une idée vraiment de qui sont ces joueurs qui sont ces membres, voilà, de l'équipe de Team USA. C'est ça, j'imagine, tu l'as dit un petit peu, mais des infos, des anecdotes sur chacun des joueurs. Voilà, exactement. Ouais. Donc, le livre, il s'ouvre en fait sur une présentation là, des 12 joueurs qui ont été retenus pour cette année, avec un petit parcours. Alors là, je me suis vraiment concentré sur leur histoire avec la sélection nationale. Ok. Car ça ne suit pas forcément une trajectoire qu'on pourrait penser, comme même Stephen Curry, par exemple, qui n'a jamais fait de Jeux Olympiques. Donc, on pourrait se dire qu'il est déjà médaillé d'or. Voilà. Donc là, je me suis vraiment concentré d'abord sur ça pour leur présenter effectivement leur carrière NBA et leur histoire avec Team USA. Et fatalement, on va forcément parler de la Dream Team. Ça va forcément revenir à un moment donné cet été dans les JO. Donc, l'occasion de rappeler un peu quelle était cette équipe, leur impact et toutes les équipes qui ont suivi la Dream Team 2, 3, la Redeem Team, qu'on a beaucoup parlé aussi avec la sortie du documentaire. Donc, tout ça, c'était un petit peu pour remettre dans le contexte qu'est-ce qui fait que les Jeux Olympiques attirent autant les joueurs NBA. Comment ça fonctionne? C'est un fonctionnement vraiment différent de l'équipe de France. Par exemple, les joueurs français ils ont une relation complètement différente avec leur sélection nationale. Donc voilà, c'était un petit peu l'occasion de revenir sur tout ça. Mais effectivement, à la fois de se plonger dans les jeux qui vont venir et de revenir un petit peu en arrière, voilà, de faire une sorte de grande histoire de tout ça. Alors si on revient en arrière, il y a un personnage, puisque quand les gens te parlent aujourd'hui de l'aventure Jeux Olympiques avec les basketteurs NBA, on pense à David Stern en premier, mais c'est pas ce nom-là, moi qui me vient en tête tout de suite. Tu vas peut-être nous expliquer ça. Moi, je voulais parler d'un inspecteur des viandes et Oui, des fromages qui s'appelle c'est Boris ça, Tankovic et exactement. qui est finalement lui le vrai instigateur de cette bascule entre Ben, de l'arrivée des pros américains dans le basket FIBA. ouais, tout à fait, parce qu'en fait, son constat, c'était de partir du fait que il est inconcevable de faire des compétitions internationales si on n'a pas les meilleurs joueurs de tous les pays. En fait.
Et donc, il y avait une sorte d'hypocrisie à l'époque où quand tu jouais en NBA, tu étais considéré comme un pro, mais quand tu jouais en Europe pour de l'argent, tu n'avais pas ce statut-là auprès de la FIBA. Donc, ça ne faisait pas sens pour lui d'exclure en gros les meilleurs joueurs du monde dans ces compétitions-là. Il dit c'est que en les affrontant que le reste du monde va se mettre à leur niveau et ça va être bénéfique pour tout le monde. Alors, effectivement, la critique voulait que il allait peut-être avoir une compétition entre guillemets les JO 92 qui allait être complètement écrasée par la concurrence américaine, mais c'était pour le bien du basket et pour justement aussi le développer dans le monde entier, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'était que lui il voyait le côté, le fait de raccourcir un petit peu la distance entre le basket NBA et le basket FIBA et le reste du basket mondial pour que les niveaux se resserrent et on voit que c'est ce qui est en train de se passer. Tandis que de l'autre côté, on voyait tandis que de l'autre côté, on voyait un produit, surtout un produit marketing à vendre dans le monde entier pour le développement, en tout cas, de la marque NBA. Donc, c'était deux manières différentes de voir les choses, même si j'imagine que ce cher monsieur Stankovic voyait un petit peu les pépettes qui arrivaient allègrement vers lui, quoi. Et on sait maintenant avec le recul que cette équipe de 92 a suscité énormément de vocations et a permis à l'expansion du basket à travers le monde, que ce soit des jeunes licenciés ou que ça fait naître énormément de passion. Donc, en fait, ça a contribué à l'expansion du basket en général, d'un point de vue sportif, culturel et économique, ouais, effectivement. Oui, et puis t'as raison de rappeler ça, Pierre Armand, parce qu'en fait, au-delà de l'aspect sportif, c'était quand même aussi une vraie guerre de pouvoir et qui se passait aussi du côté des Américains. On le voit assez bien dans le livre de Jack McCollum sur la Dream Team, c'est comment finalement la NBA a pu remettre la main sur Team USA, qui était jusque-là l'apanage de la NCAA et des universitaires, puisque c'était les joueurs universitaires qui peuplaient tout simplement ces équipes nationales. Donc toujours cet aspect. Oui, non, tout à fait. C'était aussi un moyen effectivement de reprendre la main là-dessus et d'imposer entre guillemets le produit NBA et ses joueurs et sa vision du basket, le basket made in NBA, de le faire exploser à la face du monde. Il faut rappeler que c'était une époque pour les plus jeunes auditeurs qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'internet domestique. C'était extrêmement difficile d'avoir des images de basket de NBA. Donc là, on arrivait sur une compétition où tu avais les meilleurs joueurs du monde à 1 heure de grande écoute sur des chaînes publiques, donc beaucoup plus accessible que les matchs NBA qui passaient sur des chaînes cryptées en différé ou qui passaient pas du tout. Donc c'était aussi une formidable opportunité pour la NBA de montrer ce qu'était le basket made in NBA. Puis surtout, il y avait eu David Stern qui avait eu cet argument, un petit peu pas joli à l'époque, en disant on n'a qu'à enlever tous les Africains des courses de fond et pour rééquilibrer. C'était son argument pour dire pourquoi les pros n'auraient pas le droit de venir jouer. En effet, sur cette histoire comme quoi ils gagneraient des millions et qui seraient du coup considérés comme professionnels, alors qu'en Europe, ils étaient pros depuis encore plus longtemps pour la plupart. Je pense au Tony Kukoc et toute la bande, il est Petrovic et consorts. Il y avait eu, avant d'arriver aux joueurs pros aux Jeux Olympiques, il y avait quand même il y a eu quelques traumatismes dans la tête des Américains, notamment face à l'ex-URSS. Avec 72, avec 87, puis Séoul 88. Ils font l'impasse sur 90 en disant sur les championnats du monde avant d'arriver là. En effet, sans ces défaites-là, en tout cas, qui ont été ressenties comme vraiment David Robinson avait eu beaucoup de mal, même aujourd'hui, à en parler. On parle dans le livre, effectivement. Ouais, on voit dans le documentaire de la Redeem Team avec Doc Collins, lui aussi qui avait été largement amené à fêter ça avec l'équipe, puisque lui faisait partie de ce drame en 72. Sans ces drames-là, ces drames-là, attention, sans les drames sportifs en tout cas dans l'inconscient américain, sans ces défaites-là, on aurait moins pensé peut-être à faire venir les pros si les universitaires avaient continué à dominer dans le temps. Oui, je pense. On aurait peut-être sans la défaite en 88, car il faut savoir que pour Team USA, si tu n'as pas la médaille d'or olympique, c'est une défaite. Ils étaient en bronze en 88, ce qui est n'importe quelle nation adorerait monter sur le podium olympique, mais pour les Américains, c'est une défaite. Et effectivement, je pense qu'on n'aurait peut-être pas eu autant de stars NBA en tout cas. On aurait peut-être eu un mix un petit peu NCAA avec quelques
second couteau NBA, comme on avait eu au cours des années 80. Mais je pense qu'effectivement, ouais, ces traumatismes-là, il fallait reconquérir l'or. Ce qui leur revenait de droit dans leur tête, c'était l'or olympique. Et je pense qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu, et effectivement les tensions aussi avec l'ex-URSS et la Russie au cours des années 80, ça aurait changé la donne. Il y avait quand même une notion de reconquête de la médaille d'or et d'imposer la suprématie américaine sportive sur la scène mondiale. Donc ça, c'est deux choses qui vraiment, hormis en 2008, avec la Redeem Team, qui n'a jamais été reproduit, en fait. Cette histoire de reconquête, de se réimposer sur la scène mondiale. Même la Team USA 2024, avec leur effectif, est sur 4 médailles d'or d'affilée. Donc, c'est pas encore, il y a un aspect sportif qui va manquer, qui était vraiment unique à celle de cette Dream Team de 92. Ouais, et puis c'est vrai que je pense que même dans les rêves les plus fous de David Stern ou voilà, ils n'avaient pas imaginé quand même à quel point ça révolutionnerait le basket mondial. C'est vrai que pour les gens de notre génération, alors Elvis, je sais pas précisément de quelle année de quelle année tu es, pardon, mais 92 pour moi, enfin moi j'avais commencé à suivre le basket un an avant en gros, et 92 ça a fini de faire de moi un passionné de NBA et de basket. C'est vrai que en fait c'est dur de se représenter, je pense pour les plus jeunes qui sont habitués à être abreuvé d'images en fait mais pour nous c'était un petit peu la NBA c'était un petit peu comme les films Marvel en fait. T'as l'impression que c'était des gens intouchables, il y avait une espèce d'aura et de mystique qui était aussi comment dire, je pense qui était abreuvé par le fait justement qu'on avait peu d'accès en fait à ces joueurs-là, et pouvoir les voir en 92. Enfin, moi je me rappelle littéralement quoi d'allumer ma télé et de les voir rouler sur la compétition comme aucune équipe n'a jamais roulé sur une compétition internationale, en tout cas chez les seniors. Chez les garçons, je devrais dire, parce que chez les filles, c'est un autre type de rouleau compresseur qui a jamais connu d'arrêt pour le coup. Mais c'était incroyable. On avait l'impression de voir, c'était ça, c'était les Avengers que tu voyais en vrai quasiment devant ta télé, quoi. Ouais, et puis alors comme je le rappelle dans le livre, c'est vrai qu'il y avait aussi un aspect, c'est vrai que même visuellement, tu avais des joueurs très affûtés, très grands, hyper rapides, une grosse pression défensive. Donc en fait, dans tous les aspects, que ce soit l'aspect purement sportif ou technique, l'aspect physique était vraiment très, très, très impressionnant, effectivement. Alors moi, j'ai pas connu, parce que j'ai découvert la NBA que quelques années après, je suis de 83, donc j'ai découvert la NBA quelques années après. Mais enfin voilà, c'est une aura qui n'a jamais baissé en intensité, qui revient toujours dans les discussions sur les meilleures équipes de tous les temps, que ce soit basket ou sport collectif en général. Donc on se rend bien compte que toutes ces années après, il y a quelque chose qui s'est passé quand même en 92 d'assez cataclysmique pour que c'est encore cet impact-là. Je pense qu'en fait, la vraie différence qu'on avait, Théo, quand on voyait la Dream Team en direct à cette époque-là, et si on avait vu parce que Canal avait retransmis le tournoi pré-olympique aussi à Portland, c'était juste après les finales de 92, c'était surtout qu'aujourd'hui, enfin à l'époque en tout cas, on voyait ces joueurs jouer en vrai un match en entier. Certains, on connaissait leur nom, mais comme il y avait très peu de matchs, moi j'avais jamais vu jouer, par exemple Stockton, Malone, etc. De voir un match d'Utah, on n'en voyait jamais. Voir un match de Golden State avec Chris Mullin, on n'en voyait jamais. Portland, on venait de voir une finale, donc on avait vu Clyde Drexler. Et même les Knicks, on les voyait rarement, donc voir jouer Ewing, Robinson, de les voir en vrai pendant un match, parce que aujourd'hui c'est facile de dire, d'analyser en disant ouais Tatum là, non mais avec Boston il est meilleur parce qu'il joue là, mais à l'époque on savait même pas ce que ça donnait, on pouvait pas dire ah ouais mais l'autre jour je l'ai vu avec la saison qu'il fait avec New York, il était quand même meilleur Ewing parce qu'il était mieux servi par un tel. Non, ça savait rien du tout. Donc Théo a raison de dire que c'était des super héros qu'on voyait tous ensemble. Bon, les Avengers, ils venaient pas défendre grand-chose, ils venaient pas défendre le monde, puisque même leurs adversaires les voyaient comme les Avengers, puisqu'ils se prenaient en photo avec eux. À part peut-être les Croates qui avaient envie de vraiment de les taper. Et puis surtout, c'était moi ce qui m'avait frappé, c'était bon, on va pas parler de la Dream Team toute la journée, mais c'était voilà, comme tu l'as dit, des joueurs affûtés et un impact physique qu'on avait rarement vu. Bon, c'était peut-être pas une bonne idée de montrer son impact physique en filant un coup de coude à un Angolais, mais en tout cas, je me rappelle de ce match contre la Croatie, le premier, où la défense sur Kukoc ou sur les Croates en général,
Enfin, c'était quelque chose Là, on voyait la différence parce qu'on avait vu la finale NBA quelques semaines avant. Bon, bah, les défenses NBA, on sait ce qu'elles sont. Elles sont en 1 contre 1 comme ça, très fortes sur le bonhomme. Mais là, on voyait surtout des types en face qui étaient limite perdus. Je crois qu'ils remportent leur match avec 42 et quelques points de moyenne. Donc, c'était aussi étouffant que Ouais, c'est spectaculaire, ça. quoi. Oui, alors tu vois, quand j'ai écrit le livre, je me suis revisionné tous les matchs et c'est vrai que ce qui m'a le plus marqué, je pensais pas que ça serait ça, mais c'est vraiment la pression défensive. Ouais, c'est ça. Dès les premiers matchs, c'est du tout-terrain, du mi-terrain, ça ne s'arrête jamais. Et alors, effectivement, contre la Croatie, juste pour le contexte, donc Kukoc venait de se faire signer un contrat faramineux par Jerry Krause, le GM des Bulls, et donc au détriment de la prolongation de contrat rookie de Pippen, qui arrivait au bout de son contrat rookie. Et donc, ça n'a pas plu à Jordan et Pippen, évidemment. Donc, pour faire passer un petit message, grosse défense sur Kukoc, qui termine à 0 sur je sais plus combien, que des balles perdues. Enfin, il n'a pas vu le jour. Et c'est vrai que dans l'ensemble, leur pression défensive, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué. Je pensais pas que c'était aussi intense que ça, en fait. On se rappelle des highlights, voilà, des passes dans le dos de Magic Johnson, des contre-attaques de Jordan, ou la réussite insolente de Chris Mullin. Mais la pression défensive, tu dis les pauvres quand même, quoi. Enfin, c'est assez salaud, quoi. Ils auraient pu gagner sans ça. Mais on voit l'instinct de compétiteur qui ressortait aussi. Ça, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on aurait pu croire qu'il se serait un petit peu laissé aller, qu'il serait un petit peu, voilà, un petit peu, comment dire, désinvolte, quoi. Mais non, finalement, il y a un gros instinct de compétition et de la fierté, quoi. Donc, c'est ça qui leur a fait, Ouais, qui était aussi impressionnant. je pense une envie de domination aussi qui revient souvent quand on parle de Team USA et qui fait qu'on arrive à la Dream Team 2 2 ans plus tard et où là on se retrouve. Alors je l'ai appris, tu vois, parce qu'en lisant ce livre, je me rappelais plus du roster complet, mais par contre, j'avais plus en souvenir qu'il y avait qu'un seul champion NBA dans cette Dream Team 2 Oui, qui est c'est Joe. celui auquel on pense en premier. Ouais. Ouais, qui est Joe Dumars, alors qu'il il y a quand même du beau monde dedans. Et là, on voit une équipe totalement différente, alors avec une nouvelle génération, mais beaucoup plus arrogante, beaucoup plus dans l'intimidation, alors que le joueur le plus intimidant Ouais, dans le vers trash talk, il y a quelque 92. chose Ouais, voilà. Donc il y a quelque chose qui déjà commence qui à était pas être. très quelque chose de bien vu sur la. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'était une nouvelle génération qui voulait faire ses preuves et qui allait forcément être comparée à la première Dream Team. Donc il dit, bah, nous aussi, on va tout écraser, quoi. Mais seulement, ils l'ont fait. Alors, ils ont largement gagné tous leurs matchs, 0 défaite, pareil, presque 40 points d'écart à chaque match. Mais la manière avec laquelle ça a été fait, ça montrait le mauvais côté ricain, quoi. Le côté arrogant, le côté trash talk auquel on n'était pas habitué sur la scène internationale. Et il y a beaucoup de critiques qui ressortent sur ça, en fait, ouais, sur le côté, voilà, arrogant de ces stars qui se croient un peu tout permis sur le terrain, quoi. Ce qui a d'ailleurs coûté la place à certains pour la Dream Team 3 qui se jouait pour les JO d'Atlanta. Justement, j'ai une question sur le terme Dream Team en fait. Voilà, je suis curieux d'avoir votre avis sur ça parce que effectivement on parle de Dream Team 2, c'est effectivement comme ça qu'elle était appelée à l'époque. Dream Team 3, là on parle aussi de Dream. Souvent on entend ce terme de Dream Team pour l'équipe qui disputera les Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que vous pensez que pour vous ce terme de Dream Team est déclinable ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a qu'une seule Dream Team et finalement c'était celle de 92? Quel est votre point de vue là-dessus? Ouais, c'est débattable. C'est vrai que maintenant, comme pareil, je le rappelle dans le livre, Dream Team, c'est un terme qui est passé dans le langage commun finalement, quoi. Donc, c'est un synonyme d'excellence, de perfection, enfin, tu vois, de choses inatteignables. Vraiment, c'est un langage passé dans le langage commun. Et c'est vrai que pour le coup, les Dream Team 2 et 3, pour moi, c'est pas, c'est des surnoms un petit peu officieux, on va dire. Mais ça, pour moi, il reste vraiment qu'une seule Dream Team. Et quand on parle de ce mot-là dans le basket, en tout cas, pour moi, c'est celle de 92, effectivement. Ouais. Et encore une fois, il y a tellement il y a tellement un contexte qui fait qu'on ne pourra jamais reproduire cette Dream Team-là, que pour le coup, ça se colle bien à cette unique équipe-là. Même celle de 2024, comme je te dis, ils sont déjà sur 4 médailles d'or d'affilée. Il n'y a pas l'aspect reconquête, il n'y a pas l'aspect rédemption. Donc, pour le coup, pour moi, ça s'applique vraiment qu'à celle de 92. Ouais, Je sais parce pas que, si vous êtes sur la même. Pierre, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je pense il y en a qu'une, c'est la première, mais je pense que celle qui s'y affile le
qui peut raisonnablement récupérer ce nom-là, c'est celle qui arrive là. Parce que quand on parle d'équipe de rêve, on parle de palmarès, et je pense que celle qui arrive là en termes de nombre de MVP, de All-Star, de MVP de finale, de MVP de All-Star Game, de distinction, de tout ce qui va avec, de bagues, etc. Je pense qu'on arrive là. En plus, maintenant, on a Jason Tatum en plus qui vient d'en prendre une de plus dans l'histoire. Donc, je roule l'idée aussi. Donc, je pense qu'en termes de palmarès, celle qui s'en rapproche le plus d'équipe de rêve par rapport aux joueurs et à l'impact de ces joueurs-là. Aujourd'hui, c'est la Dream Team de la génération de la génération 2000. Tu vois, c'est-à-dire il manque Kobe, mais Kobe a fait ce qu'il fallait quand il fallait. Mais aujourd'hui, voilà, c'est avec des gens qui ont changé le jeu, qui ont changé la manière de consommer la NBA, les LeBron, les Steph, les KD, bon, voilà. Donc, je pense que c'est celle qui s'en rapproche le plus. Et il y a un type très intéressant qui l'a appelé la Re-Dream Team. Donc, la Re-Dream Team, pas mal. Et j'ai trouvé ça pas mal. J'aime bien. Alors, Redeem dans le sens d'être à nouveau conquérant dans le jeu, pas être ric-rac comme on a pu les voir à Tokyo, parce que ils perdent quand même des matchs dans le tournoi. Ils partent contre l'équipe de France, ils sont à -3, à +3 à 1 minute de la fin, donc c'est chaud. Là, le dernier championnat du monde, c'est passé ce qui s'est passé, ils n'ont pas vu le jour. Donc je pense qu'il y a un fait de redominer comme ils voulaient, et une équipe de rêve ultime. Alors on en parlera tout à l'heure pour savoir si elle est si imbattable que ça, et on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, moi je pense que c'est celle qui s'en rapproche le plus par rapport à la 2, à la 3. Et après d'ailleurs, on passe à Team USA, il me semble, en 2000 ou en 90, en 98 peut-être, ouais, on passe en 98 à 98, oui. À quel moment, Elvis, pardon, elle se fait la bascule où on sent que ils sont attrapables? Pour moi, c'est Sydney, en fait, JO 2000, où on a un début de tournoi plutôt pas mal, voilà, avec des victoires convaincantes. Et petit à petit, il y a des signes avant-coureurs. Là, il y a une première victoire à moins de 100 points marqués. Depuis 92, c'était une première. Et après, des matchs qui se décident sur le tournoi final à moins de 10 points, quoi. Et là, petit à petit, tu sens que ça a commencé à baisser et que tu dis, ça commence à sentir le roussi, quoi. Et après 2000, on commence à avoir des joueurs non américains qui s'imposent en NBA petit à petit. Et après, tu as la Coupe du Monde 2002, catastrophique, Indianapolis, et puis des JO 2004. Voilà. Donc là, pour moi, la bascule elle se fait dans le tournoi final des JO 2000, où là, tu sens que peut-être ils sont arrivés un petit peu au bout de leur arrogance et de leur puissance archi-dominatrice, quoi. Donc je mets à part la Coupe du Monde 98. Ouais. Non, t'as raison, parce qu'il passe à un tir à 3 points de Jasikevičius de sortir avant la finale, parce que le match contre la Lituanie était extrêmement serré. La finale contre la France, on en a déjà parlé, mais je pense que en fait, la France a pas vraiment cru en ses chances, parce qu'à un moment, ils sont qu'à 4 points d'écart, il reste, je sais plus, 2-3 minutes de la fin de la finale, c'était pas impossible du tout. Juste pour revenir sur la notion de Dream Team, en fait, moi aussi, comme vous, je pense qu'il n'y a qu'une seule Dream Team, c'est celle de 92. Et l'autre élément qui est vraiment important pour moi, c'est que pour nous, c'était fou, en fait, déjà de voir ces joueurs jouer ensemble. Parce qu'à l'exception de certains All-Star Games, on pouvait jamais les voir jouer ensemble. Parce que dans leur majorité, les joueurs faisaient une équipe ou peut-être deux, mais c'était, on restait très longtemps dans son club. Il y avait tout dans sa franchise, pardon, il y avait tout ce côté rivalité qui était sans doute plus marqué qu'aujourd'hui. Maintenant, finalement, même de voir Stephen Curry jouer avec LeBron James, on peut se dire, oui, on a déjà vu ça à des All-Star Games. Même jusqu'il y a très peu de temps, on se demandait si jamais LeBron devait partir des Lakers, les Warriors faisaient partie des équipes. On disait, oui, pourquoi pas les Warriors? Alors qu'à l'époque, on savait très bien que Charles Barkley irait pas jouer avec Jordan. Voir jouer Larry Bird et Magic Johnson ensemble, c'était fou parce que ça s'était jamais produit, tout simplement. Il y avait tous ces éléments aussi, je pense, qui faisait que que le terme de Dream Team d'équipe de rêve avait vraiment du sens, sachant que maintenant, les superstars se regroupent beaucoup plus. Et c'est pas du tout une critique quand je dis tout ça. Simplement, les époques sont différentes, et donc il y avait moins ce côté un peu. Il y a moins aujourd'hui, je pense, ce côté surréaliste de voir ces stars évoluer ensemble avec un objectif commun au bout du compte.
Ouais, c'est vrai, parce que tu vois, en plus, bon, KD et Curry ont joué ensemble, ils ont gagné des titres ensemble. On sait qu'ils s'entraînent ensemble pendant l'été, toutes ces stars-là. Alors, ça existait certainement avant, hein, mais c'est que maintenant, c'est beaucoup plus visible, cette amitié entre joueurs, cette non-rivalité en dehors de la saison NBA, que ce soit sur des événements de sponsoring ou, comme tu dis, sur des All-Star Games ou ce genre de choses. Donc, effectivement, ça nous paraît moins improbable, en tout cas, que des grandes stars jouent ensemble. Malgré tout, je rejoins ce que dit Pierre Ramon, c'est vrai que c'est incroyable d'avoir tout ce palmarès ensemble. Enfin, c'est peut-être la dernière. Profitons-en, parce qu'il y aura dans 4 ans, je suis pas sûr que LeBron, Stephen Curry, KD jouent encore. Enfin voilà, il y a Embiid, on ne sait pas non plus. Enfin voilà. Donc, profitons-en d'avoir ça. C'est peut-être la dernière fois qu'on aura cette armada de légendes ensemble. Et sans trop me tromper, enfin, là, on a parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du basket qui vont venir là à Paris. Tu prends Jack KD, Curry et LeBron. Enfin, sans se tromper, enfin, comme dit Parmans, c'est des joueurs qui ont révolutionné la façon de jouer au basket aussi. Donc ne boudons pas notre plaisir à les voir jouer ensemble, c'est clair. Attention, on n'est pas à l'abri que LeBron dise qu'il veut jouer les JO à LA avec son fils dans 4 ans. Ouais, c'est clair. On n'est jamais à l'abri de ce genre de truc. Ce qui a été très important dans l'héritage aussi de 92, c'est de finalement de voir, parce qu'on a toujours cette phrase en tant que journaliste, de dire, quand on a des équipes comme ça, de joueurs complètement incroyables, de dire ouais, mais les gars, il n'y a qu'un ballon, on va voir comment ça marche. Sauf qu'en 92, ça marche avec des types qui sont la superstar ultime de leur équipe. Ce qui n'a pas été forcément le cas en 94, 96, puisqu'il y avait quand même d'autres joueurs. Là, cette année, on a des joueurs un peu plus de devoir, des Jrue Holiday, des Bam Adebayo, des joueurs qui ne sont pas l'option numéro 1. Là, en 92, tout le monde était l'option numéro 1 avec des égos. Je ne sais pas comment ils ont fait pour gérer ça. On a appris plus tard que Jordan, lui, voulait ça pour étudier ses adversaires. Enfin bon, c'est les légendes qui disent ça. Et lors de ce fameux match à Monaco, ils ont encore enfin pu faire, se jauger les uns les autres, contre les autres en tout cas, et profiter de ces moments de plaisir. Mais l'ego est quand même dans ton livre que j'ai lu hier soir, et quand même alors pas en entier, hein, attention, j'ai pas quand même eu le temps, je vais pas dire genre c'est un livre qu'on lit dans une soirée, hein. Il y a quand même beaucoup d'informations à prendre, et notamment je vous le dis, c'est passionnant si vous aimez le côté statistique, il y a quelques pages de stats à la fin où tout est repris sur les plus grandes performances, etc. Mais il y a quand même un facteur ego dans ces équipes américaines qui est aberrant. D'ailleurs, certains en ont fait les frais. On pense à Shaq, c'est sûr, qu'il disait qu'il touchait pas assez le ballon et tout. Mais dans l'ensemble, finalement, est-ce que tu es, toi, surpris, est-ce que vous, messieurs, vous êtes surpris tous les deux de voir que, malgré tout, d'année en année, ça tient la route. Il n'y a pas trop de guéguerre, il n'y a pas trop de bagarres, et tout le monde se met au diapason. Peut-être grâce au coach, j'imagine. Ouais, oui, je pense que le coach et le coaching staff a un grand rôle à jouer là-dessus, que ce soit en 92 avec Chuck Daly, qui était à l'époque ancien coach des Pistons, qui avait l'habitude de gérer des égos très forts avec les Bad Boys. Omar Krzyzewski aussi, voilà, qui venant du milieu universitaire, qui je pense n'était pas intimidé par ses joueurs adultes. Voilà, lui qui a l'habitude de gérer des jeunes et qui sait comment pousser un collectif. Mais c'est vrai que ça reste étonnant. On pourrait croire justement que chacun veut tirer la couverture à soi, veut être le meilleur marqueur du tournoi, veut absolument avoir le titre MVP, mais pour le coup, ouais, ça fonctionne, c'est assez surprenant. Et je pense que ça rejoint ce que disait Théo, c'est qu'en fait, ces joueurs-là sont beaucoup plus amis, entre guillemets, plus que collègues maintenant pour les plus grandes stars. Ils sont un peu, ces stars NBA, il faut pas oublier qu'elles sont un peu isolées dans leur grandeur, quoi. LeBron James, tous ces joueurs-là ont un énorme entourage, mais finalement, est-ce qu'ils ont de vrais amis basketteurs dans le milieu? Voilà, on peut se demander. Je pense que entre eux, en fait, ils se comprennent aussi. Sur une sélection nationale, il n'y a pas de contrat en jeu, il n'y a pas de stats, il n'y a pas il faut que j'aille dans la All NBA Third Team pour avoir 10 millions de bonus. Enfin voilà, il n'y a pas toutes ces choses-là. Il n'y a pas, il faut que je me montre, que je fasse mes stats pour décrocher un contrat l'année prochaine. Il n'y a aucun enjeu financier finalement. Alors même s'il y a des primes pour les vainqueurs, mais pour le coup, c'est vraiment du basket libéré en fait, quoi. Leur but ultime étant de gagner, de remplir leur palmarès. Au-delà de l'ego, il y a la fierté, je pense, de sportifs professionnels qui veulent gonfler leur palmarès. Et du coup, je pense que ça prend le pas sur l'ego, en fait.
de voir une médaille d'or pour la postérité. Voilà, ces joueurs-là veulent être, veulent l'histoire du basket. Mm. Et je pense que ça dépasse l'ego, à mes yeux. Ouais, et je pense aussi que t'as tout à fait raison, Elvis. Et puis les échecs du début des années 2000, je pense que Team USA en tant qu'organe les a bien gardés en tête et les montre aussi comme exemple. Parce que tu parlais tout à l'heure, 2002, c'est la gifle monumentale au championnat du monde organisé aux États-Unis à Indianapolis, où ils se font battre à plusieurs reprises par l'Argentine, d'abord en poule, puis éliminés par la Serbie en quart de finale, si je me trompe pas. Et l'Espagne, ensuite, je crois que l'Espagne les bat aussi, si je me trompe pas. Puis derrière 2004, où ils disent, c'est pas grave, on va juste rappeler les stars. Et donc là, t'as Tim Duncan, Allen Iverson, Stephen Marbury, les tout jeunes Dwayne Wade, Carmelo Anthony et LeBron, et ça marche à nouveau pas. 2006, ils vont au championnat du monde, donc c'est avec Mike Krzyzewski. Et pareil, ils se font taper en demi-finale par la Grèce. Et c'est après 2010, il y a eu un changement dans l'attitude vraiment profond. Notamment, cette anecdote que j'aime bien, mais je trouve qui est vraiment parlante en fait, de Mike Krzyzewski, où ils se font battre par la... J'adore ce match parce qu'ils se font battre par la Grèce en demi-finale sur du pick and roll dans l'axe. Donc le gros quand même de ce qu'ils sont normalement censés savoir jouer, parce que c'est un élément important du basket NBA aussi. Et après le match, Krzyzewski qui dit oui, le numéro 4, il nous a fait mal et tout. Il parle de Théo Papaloukas, donc légende du basket européen. Et derrière, systématiquement en conférence de presse à partir de la compétition suivante, donc 2008 et puis toutes les compétitions d'après, en conférence de presse, Krzyzewski connaissait les noms de tous les joueurs. Il commençait systématiquement par féliciter le staff adverse en citant le nom du coach, limite des assistants coach, du kiné, de tout ce que tu voulais. Il y a eu quand même une prise en compte et une prise de conscience, je pense, qui pouvait plus être simplement sur les acquis et de faire de la collection de stars, et qu'il fallait, malgré tout, même si le temps est réduit, créer une espèce de vraie équipe avec une hiérarchie. Et donc, je pense que tout ça, ça a aidé aussi au fait que les équipes américaines, par la suite, même si elles n'ont pas gagné systématiquement, soient quand même, elles retrouvent un niveau de performance et que effectivement les égos sortent pas trop de la ligne, parce que je pense quand même qu'il y a ils ont conscience aujourd'hui. Il suffit de regarder le nombre de MVP et ces dernières années, ça fait je sais pas combien de temps qu'il n'y a plus eu un MVP américain. Ils ont conscience que le danger est réel en fait. Et je pense que même si ils vont arriver avec une confiance en eux incroyable et qui sont, je pense, persuadés de dominer la compétition et de la remporter, je pense quand même que les revers sont suffisamment frais dans les mémoires pour qu'ils acceptent de jouer un rôle. Ouais, tout à fait. C'était vraiment ce nouveau respect en fait pour le basket mondial, quoi, européen principalement, et, euh, et du coup que Mike Krzyzewski a voulu leur vraiment imprimer dans les mémoires. Et comme tu dis, il y a encore LeBron qui était, c'est fou de se dire qu'il était déjà là en 2004, quoi. Ouais. Il est encore là. Et, et du coup, ouais, je pense qu'effectivement, ce sont des revers qui sont assez frais. Et surtout qu'après, voilà, on a beaucoup de joueurs européens ou non américains, pour le moins, qui sont arrivés en NBA. Et comme tu dis, là, les derniers MVP, les All NBA Teams cette année, je crois qu'il y a un joueur américain dans les meilleurs. Enfin voilà, c'est encore archi dominé par les joueurs non américains. Donc oui, il y a à la fois ça. Alors c'est vrai que ça va être dur pour eux de contrebalancer à la fois le respect qu'ils sont censés montrer entre guillemets au monde, aux joueurs non américains, et en même temps leur envie de dominer, comme KD qui a déclaré qu'il voulait gagner tous leurs matchs par 40-50 points. Je pense que ça va être compliqué, clairement. Non, mais voilà, effectivement, on voit depuis 2006, même ça avait commencé dès 2006 en fait, hein, même s'ils sont arrivés troisième là, comme disait, au championnat du monde, Oui, de 2006, se dire pardon, bon, t'as raison. ok, et de se dire bon ben allez, là on y va doucement quand même, là, on s'excite pas trop. En face, il y a quand même du beau monde, il y a des joueurs avec qui vous jouez maintenant, du Pau Gasol, du Ginobili, qui sont tout à fait sérieux, quoi. Et effectivement, il y a eu beaucoup de scouting aussi qui a été fait sur le sol européen, par la NBA, par Team USA. Donc, c'est vraiment avec cette conscience-là qu'ils arrivent, et encore plus accrue depuis la domination des joueurs européens ces quelques années en NBA. Ouais. C'est bizarre, depuis quand même que Coach K était arrivé, tu as raison de dire qu'il y avait une meilleure connaissance de l'adversaire, mais surtout un meilleur respect de l'adversaire.
La fin avec Larry Brown, elle est terrible parce que les égos prennent une place démesurée. Je me rappelle de Carmelo Anthony qui disait la défaite contre je sais plus quelle équipe, il disait je sais pas, moi j'étais pas sur le terrain, demandez à ceux qui ont joué, tout ça, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup joué, ils étaient verts de pas jouer avec Dwayne Wade et LeBron James. Donc c'était Coach K arrive et il y a en effet et c'est ce qu'on ressent quand on voit on lit des choses sur cette équipe de 2008 et 2012, c'est que malgré tout elle domine, mais bon, l'Espagne, ils en ont un peu la trouille, quoi. Pas la trouille, mais ils sentent que c'est pas loin et c'est jamais très loin. Cette année, je sais pas, on en avait parlé avec Théo. Quand il y a eu la fin de la Coupe du Monde et que dès le lendemain, les autres disent bon, fin de la récré, c'est bon, on arrive. Ouais, on va gagner de 45 points. Ouais, Est-ce que c'est pas, on retombe pas dans des travers qui pourraient salement leur retomber sur la gueule s'ils se font perdre, ça paraît perdre le tournoi paraît peu probable, mais en tout cas c'est sévèrement accroché comme c'est toujours le cas. Enfin, on n'a pas vu une équipe archi dominer les grandes compétitions depuis un petit moment. Donc en phase 2, ils ont quand même des gars qui en effet leur tapent les types de MVP et toutes les distinctions individuelles qui ont les crocs et qui ont envie de leur montrer aussi comment c'est, même s'ils ne sont pas réunis malheureusement. Mais est-ce que tu trouves que ça peut peut-être leur porter préjudice, cette arrogance qu'on n'avait pas vue depuis un moment? Ouais, clairement, oui, je pense, je suis pas tout à fait en accord avec Kevin Durant. Je pense pas qu'ils vont gagner tous leurs matchs de 40 ou 50 points. Moitié moins, déjà, ça serait pas mal. Mais effectivement, ça pourrait leur porter préjudice, sachant que la plupart d'entre eux sont quand même assez vieillissants. Enfin, tu vois, du KD, du LeBron, du Stephen Curry, c'est pas non plus dans son prime, quoi. Hein. Clairement, il faut être clair. Peut-être vouloir se baser sur leur aura et leur réputation. Juste leur niveau NBA ne va peut-être pas suffire. En plus, on a un basket FIBA qui est complètement différent de la NBA, même s'il y a une influence maintenant avec tous ces joueurs qui arrivent en NBA. Pour le coup, ouais, clairement, ça peut être un des pièges. Ça peut être un des pièges qui attend Team USA. Ouais. Ouais, moi je pense, j'ai le sentiment qu'en garçon, en tout cas, je reviens là-dessus parce que c'est vrai qu'en fille, je pense que le gap est encore monstrueux chez les filles. Mais en garçon, bien sûr que Team USA sera favori, je pense. Bien sûr que la logique voudrait qu'il s'impose. Mais j'ai le sentiment qu'il y a plus vraiment une marge en fait. C'est-à-dire que tu peux, il y a plus, je pense qu'il y a plus d'équipes imbattables aujourd'hui sur la scène internationale parce que ça se joue à un match, ça se joue à une contre-performance, donc ça se joue à très peu de choses au bout du compte. Et je reviens toujours à ça. Là, oui, exactement, et tu fais bien de le souligner parce que je pense qu'une des différences qui est difficile à cerner pour les joueurs qui n'ont pas d'expérience FIBA, parmi les stars notamment, c'est les deux règles pour moi qui sont vraiment très impactantes en FIBA, c'est 40 minutes au lieu de 48. Dans une NBA maintenant où on est habitué à voir des équipes qui reviennent de moins 30 ou de moins 25, c'est pas la même chose quand t'as que 40 minutes et le nombre de temps morts. C'est-à-dire que les grands joueurs internationaux sont habitués à devoir gérer des situations par eux-mêmes, trouver des solutions parce que t'as beaucoup moins de temps morts qu'en basket NBA. Et moi, ces deux règles-là, je pense qu'elles font une énorme différence potentielle. Ça veut pas dire, encore une fois, que je pense pas que Team USA ait des chances de finir champion, bien entendu, mais c'est des choses qui font que maintenant, je pense que tu peux plus venir en te disant, de toute façon, on a une marge, on va gagner, c'est sûr. Encore moins dire on va gagner de 45 points. Ça, c'est. Enfin, bon, je pense que. Je suis même pas sûr que Kevin Durant y croit vraiment. Il est probable qu'il gagne un match de 45 points, mais ça sera pas la moyenne. Ça, je peux. Même à main coupée, ce sera pas la moyenne sur le tournoi. Mais donc voilà, je pense que c'est ce qui rend aussi cette compétition aussi intéressante parce qu'il y a des équipes très fortes. Hein. Canada, ça va être très fort. L'équipe de France, nous, on a hâte de voir ce que ça va donner, mais ça peut être très fort. On verra si l'alchimie prend. Et voilà, tu disais, une panne d'adresse sur un match où tu es un petit peu embêté parce qu'en face, on te propose des défenses que t'es pas habitué à affronter. Tu peux pas prendre tes 5 temps morts plus le temps mort pub pour remettre des choses en place. Et tu peux rater, entre guillemets, ta compétition sur un truc comme ça. Ouais, et puis tu as des équipes, des sélections nationales qui sont habituées, c'est des joueurs qui se connaissent depuis l'adolescence, quoi, qui ont été sélectionnés. Ce système européen est complètement différent de celui américain où quand tu es en NCAA, tu vas faire les compétitions moins de 17, moins de 19 et après tu passes en NBA, tu vas jamais revoir la sélection nationale ou alors peut-être pour faire des sparring partners. Mais en Europe, tu as des joueurs qui se connaissent depuis l'adolescence, qui ont fait de nombreux étés ensemble en sélection nationale, qui font l'Euro, qui font la Coupe du Monde, qui font les JO.
Et qu'aux États-Unis, par exemple, tu vois, les Jeux panaméricains, c'est même pas les stars NBA qui y vont ces derniers temps. Donc, il y a tout ce passif qu'ils ont entre eux, cette alchimie d'équipe que les Américains n'ont pas forcément, et ça peut être aussi un des pièges pour moi. Et puis qui n'ont pas peur. Enfin, pour moi, le facteur le plus important aujourd'hui, c'est que les équipes n'ont pas peur en face. Et au contraire, oui, voilà, ils n'ont plus peur. Ils ont envie d'en découdre. Enfin, ils ont envie de les taper tout court parce qu'ils en ont marre qu'on leur fasse croire que c'est pas possible. Voilà, je pense qu'un mec comme Luka Doncic aujourd'hui, il a pas la trouille de jouer Team USA. Et puis il y a le facteur fatigue aussi. Moi, je sais pas ce que cette équipe peut donner. Là, il y a quand même des types qui sont. On parle d'Anthony Davis, bon, même s'il a fait une saison assez pleine. Mais il y a encore un Kawhi qui est branlant, il y en a un Joel Embiid qui est toujours, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et là, il n'y a pas, on va démarrer, c'est une série, là, ça va être tout de suite dans le dur d'un tournoi olympique, qui plus est à Paris, avec des gars, encore une fois, qui n'ont pas la trouille. Et j'espère qu'ils vont être bien préparés physiquement, parce que si déjà il y a les deux grands qui sont un peu défaillants, il y a en face, en effet, les équipes sont prêtes à ce niveau-là, et sur un tournoi international comme celui-là, je pense que ça peut être déterminant. J'avais une question un petit peu transversale pour vous. Je me demandais si vous aviez un souvenir très fort ou que vous chérissez de Team USA. Et alors, je serais tenté de dire hors Dream Team de 92 pour rendre le jeu un peu plus marrant. Est-ce que il y a voilà, un match vraiment dont vous vous souvenez, ou une anecdote, une action même, quelque chose de ce type-là? Ouais, bah moi, oui, il y a une action, je pense que vous allez savoir c'est laquelle, JO 2000. On en parle ou pas? C'est la balle perdue de Laurent Ciara, ou Ouais, voilà. C'est la balle dans le dos la plus foireuse du monde, ou... Ouais. Non, après, voilà, moi je me rappelle, voilà, m'être levé en pleine nuit pour regarder les matchs en direct, c'était assez exceptionnel. Et donc, ouais, ce dunk de Vince Carter, on va s'arrêter là, on va juste dire ça. Non, voilà, moi quand j'avais découvert la NBA quelques années auparavant, ouais, effectivement, de se lever, de voir ça en direct, ouais, et puis de savoir que ça jouait contre la France, ça aussi pour moi c'était assez irréel, tu vois, dire l'équipe de France, tu vois, des joueurs qui jouent dans nos contrées, tu vois, qu'on peut aller voir en vrai, vont jouer contre les Américains. Je dis mais ça marche pas, c'est pas possible, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est ça qui m'a un de mes plus vieux souvenirs, et un des plus marquants. Ouais. Et effectivement, cette action-là et la finale aussi, qui était, ouais. Ça était à deux doigts, quoi. Mais bon, bah, voilà. Mais c'était un très beau parcours. Quoi. Carrément. Pierre Armand, toi, t'as un souvenir de ce type-là? De ce type-là, tu veux dire de Vince Carter? Oui. Non, d'Elvis, un souvenir d'Elvis. Moi, j'en ai deux. Alors, j'en ai avec Team USA, je crois que c'est quand même le match contre et je crois que tu y étais, toi, Théo, le match contre l'Espagne, la finale, le shoot de Kobe où il met le doigt devant sa bouche. Alors moi, non, c'était ce 2018. C'était Londres, toi, c'était Moi, c'était Londres. Ouais. Ça, C'était, il y a ça, et puis bon, déjà comme image plus récente, hein, bien sûr, tu as raison, merci Elvis d'avoir dit hors 92, mais surtout, moi, un truc dont je me rappelle, c'est la rage avec laquelle j'ai éteint ma télé il y a 3 ans sur la finale à Tokyo, et de 10 minutes après me dire, enfin, ça m'avait pété ma journée, hein, c'est-à-dire j'étais mais énervé, et de me dire, aujourd'hui, je suis vert parce que j'ai perdu contre Team USA, alors qu'on aurait pu les taper, ce qui prouve que c'est une équipe aujourd'hui, enfin, jamais il y a 15-20 ans, on aurait été déçus de perdre contre Team USA. Tu vois, on aurait dit, allez, c'est l'argent, c'est génial. D'ailleurs, tu arrivé en finale, les équipes peuvent arriver relâchées, il n'y a pas de problème. Mais là, j'étais dégoûté à un point d'avoir perdu comme l'équipe de France de foot contre l'Argentine, en me disant, putain, mais en fait, ils sont prenables, quoi. J'étais vert. Et c'est là où tu vois que les choses ont changé finalement. Et c'est un souvenir que j'ai d'être énervé, et je me souviens aussi de la même année, le match donc de poule qu'on joue contre les Américains, de courir. Moi, j'étais dans le train, j'étais allé aux rencontres photographiques d'Arles, et je revenais en train sur Marseille, et je courais dans les wagons dans les dernières secondes pendant les lancers francs et tout. Je tapais des sprints comme ça. Il y avait personne, hein. J'étais comme ça dans l'intercité, tu vois. Et ça, c'était top. Mais oui, c'est voilà.
de cette année, de se dire et pourquoi pas nous à chaque fois. Et ça, c'est génial. Cette attente, elle est extraordinaire. Ouais, c'est clair, mais t'as raison. Et effectivement, la finale 2008, largement souvent mentionné comme étant peut-être le plus grand match de basket de tous les temps, cette finale Espagne Team USA, voilà, où ça se joue à très peu de choses. Vraiment, l'Espagne a une très belle chance de finir championne olympique. Moi, souvenir que j'ai, c'est effectivement les Jeux Olympiques de Londres, comme tu disais. Et puis, vraiment, j'avais eu la grande chance de pouvoir y assister pour le couvrir pour Basket Session et pour Rivers. Et c'est un match de poule. C'est Team USA contre Nigeria, avec Carmelo Anthony qui met 37 points en 14 minutes. Un match historique à bien des égards, parce qu'il y a tout un tas de records qui ont été battus. Voilà, j'ai regardé mes notes quand même pour reprendre. Donc à la mi-temps, il y a 75-48. Donc plus gros score, 75 points, ça n'avait jamais été inscrit sur un tournoi olympique. À la fin du match, 156-73. Donc le plus gros score jamais inscrit, pulvérisé. 71% de réussite pour Team USA. Et donc Carmelo Anthony qui prend feu comme j'ai jamais vu personne prendre feu comme ça. Il finit quand même 13 sur 16 au tir, 10 sur 12 à 3 points en 14 minutes. C'était juste dingue. Et en fait, c'est vrai que c'était un peu bizarre parce que donc c'est à Londres. Donc oui, il y a des gens qui viennent voir Team USA, des gens qui viennent voir le Nigeria, mais finalement il y a beaucoup d'anglais en fait. Donc il n'y a pas forcément une ambiance de feu, mais en fait c'est tellement dingue que tout le monde regarde que le tableau de score pour voir où ça va finir, quoi. Tellement c'est fou. Et ouais, Carmelo Anthony, c'est marrant parce qu'en fait, la différence qu'il y a toujours eu entre le joueur exceptionnel le Carmelo Anthony avec Team USA et Carmelo Anthony en NBA. Alors, c'est pas que c'était pas. Bien sûr, c'est un grand joueur en NBA, Carmelo Anthony, probablement un Hall of Famer, mais moi, j'ai tout le temps, je me suis demandé, mais pourquoi il joue pas plus en NBA comme avec Team USA, c'est-à-dire en arrêtant de faire 15 feintes de jab avant de prendre de ce côté ball stopper où là, tout s'arrête quand la balle lui touche les mains. Mais avec Team USA, ouais, il a été divin toute sa carrière et ce match-là, complètement dingue. Ça amène une question ma question qui suit. Si Team USA était une franchise, Elvis, c'est la question que je vais te poser. De qui on retire le maillot et qui a sa statue devant la salle? Difficile à dire. Carmelo, c'est vrai, Kevin Durant aussi, le plus médaillé, il restait le plus médaillé aussi, le meilleur marqueur de l'histoire de Team USA, qui lui aussi est allé à la Coupe du Monde, donc il a pas lâché Team USA, il n'a pas fait que pour les JO, il a fait la Coupe du Monde. C'est vrai, Carmelo, comme disait Théo, il représente bien le basket aussi FIBA à l'américaine, enfin ce mix entre les deux, le meilleur des deux mondes en fait, quoi. Dans toutes ces compétitions. Je sais pas, j'hésite entre KD, Carmelo. Et puis Team USA 92 dans l'ensemble. 92 dans son ensemble. Oui, c'est la seule qui équipe d'ailleurs qui a été Hall of Fame. Finalement. Alors, tu avais celle de 1960 aussi, on n'en a pas parlé, mais avant celle de 92, il y avait des équipes aussi exceptionnelles. Et celle de 1960, Jerry West, Robertson, voilà, qui a complètement tout écrasé. Alors, donc, Delaney, Jerry Lucas, c'était incroyable. Ouais, j'en parle aussi dedans, il y a un petit chapitre sur toutes les équipes comme ça, tous les joueurs, tous les what if, genre Derrick Rose par exemple, qui est tombé pile dans le mauvais moment. Il y a tous ces joueurs-là, donc je ne me tends pas sur tous les joueurs, mais voilà, il y a du Chris Bosh par exemple aussi, du Kevin Love, Westbrook, Harden, qui ont fait quelques campagnes aussi victorieuses. Mais voici un joueur à retenir, moi je dirais peut-être Carmelo quand même. Et toi Théo, DMC? C'est une... Non, non, mais Carmelo, oui, sans doute, c'est étonnant hein, quand même de dire que c'est Carmelo, mais c'est vrai que voilà, il a fait énormément de compétitions, comme tu le disais. En plus, voilà, ce qui était marrant en 2012, en fait, c'était aussi de voir ces stars finalement, on les voit rarement d'aussi près et en zone presse après. Carmelo, c'était le meilleur client de tout Team USA, quoi. Il venait, il se posait, il sortait des blagues et il racontait. Il y a un match, alors je me rappelle plus lequel, où Kobe est assez mauvais en première mi-temps et en deuxième mi-temps il éclate tout. Et Carmelo qui raconte qu'à la mi-temps, il a passé toute la mi-temps en fait à gazer Kobe, quoi. À dire alors t'es trop vieux, faut vraiment que tu raccroches là. C'est fini la Mamba mentality ou je sais pas quoi et tout. Raconter ça, tout sourire. Donc ça c'était un joueur quand même emblématique de cette équipe de Team USA, ouais. Carrément. Mais sinon, honnêtement, s'il doit avoir une statue, je pense que ça doit être celle de Diana Taurasi. Ouais, c'est ça, voilà. À côté, on parle que des masculins, mais Diana Taurasi, je pense que Diana Taurasi, c'est la salle qui a son nom, en fait, je pense. C'est ça.
Carrément. Je sais pas, il y a d'autres choses que vous voulez évoquer sur Team USA l'un ou l'autre, ou on passe à nos rubriques, je sais pas. Vas-y Pierre. Alors on a parlé quand même des plus grands moments, on va dire. On a parlé presque du plus grand match, etc. Moi, Elvis, quand même, spécialiste des maillots aussi. Et les tenues de Team USA sont scrutées chaque fois fiévreusement par les fans. Le plus beau maillot, ou quelques-uns des plus beaux maillots en tout cas de cette équipe pour toi serait lequel? Ou le plus beau logo? Bon, on pense à celui-là toujours parce que c'est celui-là qu'on a connu en premier. Mais le plus beau maillot pour toi, c'est lequel? Bizarrement, celui de la Redeem Team et de 2012, je suis pas super fan. Avec cette sorte de petite montagne, les petites lettres coupées comme ça m'a jamais trop marqué. Celui de Tokyo était bien. Je trouve, voilà, bleu, blanc, rouge, tout simple, avec t'avais une petite bande rouge au haut du maillot. Celui de la Dream Team aussi est assez iconique. Alors, ils avaient même fait, ils avaient refait un match, ils les avaient ressortis. On l'a mis en couverture là. Donc vous voyez Kobe avec LeBron avec le maillot de 92, c'était avec les initiales de Chuck Daly en haut justement pour lui rendre hommage. Voilà, donc c'était un match amical contre l'Argentine. Magnifique. C'est commémorer la Dream Team 92. Donc ouais, ce maillot, je pense qu'il va rester quoi, pour le coup. Et je trouve que le nouveau maillot 2004, je trouve qu'ils ont été un petit peu feignants sur le design. Je pense qu'ils auraient fait un petit peu ce truc un peu plus foufou. Le rouge, ça va être étrange de les voir jouer en rouge. Je crois que c'est une première. Donc ouais, voilà. Pour moi, je vous sors celui-là qui est quand même le plus iconique. Celui-là, il est d'époque de 92. Numéro 9. Alors, une petite anecdote sympa sur ça, sur le numéro 9. Tu sais qu'il avait demandé ça pour être appelé au milieu. Il est au milieu en fait du roster. Ça part du 2 au 15. Et en fait, lui, il se trouve le numéro 9 au milieu en fait. Comme si toute la Dream Team tournait autour de lui. Quoi, alors, Johnson est le 15e. Alors, vis-à-vis de tous les gens qui nous disent à chaque fois qu'on dit le mot Voldemort, on nomme celui dont il ne faut pas nommer le nom. Les gars, calmez-vous tout de suite parce que faire une émission Team USA avec la Dream Team sans dire ce nom, c'est compliqué. Donc, ne pas comme ça. Ça sert à rien. Juste, il y a une question que je voulais poser à tous les deux. J'ai oublié avant de repartir. Je voulais savoir, là, chaque année, enfin, en tout cas, lors des derniers championnats du monde, Anthony Edwards a pris le lead de cette équipe. Là, cette année, qui est-ce que vous voyez, si jamais tout ça devient un petit peu serré et que ça commence à chauffer, qui prend le ballon et qui met la main dessus? Ah, écoute, moi, Anthony Edwards, je suis bien confiant. Je le vois un peu comme un Charles Barkley à l'époque, c'est-à-dire qu'arrivé, il était meilleur marqueur de la Dream Team 92 contre toute attente. Là, Anthony Edwards, je vois bien un petit peu prendre ce relais-là, exploser. Alors, c'est sûr qu'on va avoir du LeBron, du Curry qui vont vouloir marquer leur panier du Durant, mais je les vois bien aussi un petit peu en guise de, on va dire, de baroud d'honneur, de un petit peu, voilà, se déléguer un petit peu plus sur Edwards, du Tatum. Et effectivement, je vois bien Anthony Edwards qui s'était bien éclaté lors de la dernière Coupe du Monde, qui a fait un super parcours cette année en NBA. Moi, je vois bien sur ça. Je suis pas trop original, je reprends le nom que tu as sorti, mais pour le coup, c'est lui que j'attends. Ouais, ça va être intéressant de voir effectivement les hiérarchies d'équipe que va mettre en place Steve Kerr cet été. Moi, j'aurais mis une petite piécette quand même pour Stephen Curry, dans le sens la capacité à créer pour les autres ou créer pour lui-même. Surtout avec un effectif aussi pléthorique autour. Donc, moi, j'aurais mis une petite pièce sur Stephen Curry. En plus, il joue pour son coach. Donc, voilà. Mais c'est sans doute un petit peu de nostalgie par anticipation, même si j'adore aussi Anthony Edwards, voilà, l'ascendant qu'il est en train de prendre. Et je serais pas étonné, effectivement, comme tu le disais, Elvis, si c'était un petit peu lui le fer de lance quelque part, le booster de cette équipe tout au long de la compétition. Ouais, l'Energizer un peu en sortie de banc. Tout à fait. Ouais. On a parlé des maillots, il y a donc le haut, mais il y a le bas aussi. Chaque année, Team USA, les collections de sneakers qui peuvent sortir. La plus iconique, c'est certainement celle-ci, la Jordan 7 olympique, qui était sortie en 92, donc qui avait été portée avec ces couleurs-là. On s'en rappelle presque de tous les modèles, Théo, de cette débogue-là, la Air Max, la 180, la Barclay, qui était sortie aussi, avec le scratch devant. En 96, la Up-Tempo de Scottie Pippen également, qui avait fait grand bruit. Cette année, Nike va rééditer, alors non pas une chaussure pour jouer au basket, mais il y avait une photo de la Dream Team 92, au moment où ils avaient fait les photoshoots de l'équipe,
où on voyait Jordan, alors il a dit Jordan, en train de prendre sa position habituelle de Jumpman, et où il porte une paire d'Air Max 180, un modèle, ce modèle de course qui avait été designé par Tinker Hatfield. On le voyait porter autre chose qu'une paire de Jordan, et tout le monde, pour les sneakerheads, avait trouvé ça formidable. Donc cette paire d'Air Max 180 dans un coloris qui s'appelait Concorde, c'est-à-dire qui était blanc, noir et violet avec une virgule or, va être réédité là cet été justement pour les Jeux Olympiques. Donc pour ceux qui cherchent à avoir en permanence les modèles qui ont été portés par, vous savez, voilà, ça va être un coloris assez iconique pour les JO en tout cas. Donc va y avoir des paires. Est-ce que vous avez joué, messieurs, avec des paires olympiques? Wow, jamais de mon côté. Non. Question là, c'est pointu. Non. Moi, j'ai joué avec une Kobe 7, je crois. Kobe 7 olympique, je crois que c'est l'année de Londres, justement. D'accord. Alors ça, c'est une bonne question. Je crois, alors ça va être culte, hein, mais moi, j'ai peut-être bien joué avec les Avia que portait Clyde Drexler en 92. Ah ouais. Parce que je pense que j'avais le modèle qu'il portait pendant la saison, mais je me rappelle pas précisément de celle qu'il avait aux Jeux Olympiques. Mais si c'était les mêmes, j'ai peut-être bien eu ce modèle-là. Donc c'est vraiment de la niche. Hein. Non, on est sur du très très pointu. C'est ça. Dernière question, et à chaque année, quand la liste arrive, il y a la grande phrase, c'est maintenant qui s'est fait snobber de Team USA. Là, alors cette année, le plus grand débat, ça a été avec plus Caitlin Clark que pour la sélection des garçons. Quel est pour vous le plus grand snob de l'histoire de Team USA, celui qui vous est resté en travers la gueule en disant s'il y avait eu, c'est pas possible de pas avoir pris ce joueur-là à ce moment-là? Moi, je vais revenir encore sur la Dream Team 92. Je vais pas parler d'Isaiah Thomas parce que pour moi, c'est pas. J'en parle dans le livre, mais c'est pas pour moi le plus grand. Ça serait peut-être Shaquille O'Neal en fait, qui était rookie, qui avait pas joué en NBA encore, et à l'époque, c'est donc Christian Laettner qui intègre ça pour des raisons que je comprends mieux maintenant. L'expérience internationale, Mac Krzyzewski qui est assistant de Daly, donc qui était son coach en NCAA, meilleur joueur universitaire en cours, des plus grands fondamentaux, un ego beaucoup moins grand que Shaq. Et effectivement, je me dis qu'est-ce que ça aurait été si, au lieu de ce porteur d'eau qui était Laettner, qui a fait du bon boulot sur 6 minutes, il a rempli les stats, il a fait le taf, quoi. Mais qu'est-ce que ça aurait donné encore en plus, quoi. C'est-à-dire quand on avait sur des matchs pliés un 5 avec Laettner, imaginons avec Shaquille O'Neal rookie, qu'est-ce que ça aurait pu être encore pire, quoi. Ça aurait été un massacre complet ou des highlights encore plus incroyables, quoi. Donc ouais, pour moi c'est ça, même si je comprends encore une fois les raisons de la sélection de Laettner. Ouais. En plus, c'est vrai que nous, on voulait voir le phénomène. Quand on entendait parler de ce machin à l'époque, on disait, mais pourvu qu'il soit avec Team USA. Mais effectivement, t'as raison, Elvis, c'était logique en fait que ce soit Christian Laettner aussi, ne serait-ce que sur le palmarès universitaire. C'était très logique que ce soit lui qui soit choisi. Moi, j'aurais été tenté de parler d'Isaiah Thomas. Alors, je regrette pas des masses, parce que même si je respecte énormément le joueur en tant que. Moi, j'étais fan des Bulls, donc j'appréciais pas particulièrement sa personnalité. Voilà, d'Isaiah Thomas. Donc, il m'a pas manqué à Team USA. Il m'a pas manqué dans la Dream Team, mais c'est vrai que rétrospectivement, je pense que son CV et le niveau qui était le sien auraient dû lui valoir une place dans cette équipe. Je suis d'accord. Oui, il y a toujours cet aspect politique, entre guillemets, dans Team USA, hein, c'est sûr. Pour que ça satisfaire chacun, des fois, surtout sur une première édition où tu peux pas te planter. Là, si tu voulais certains, tu pouvais pas avoir d'autres. À l'époque où les rivalités étaient trop fortes. Ouais, je suis d'accord. Et toi Pierre-Armand, t'en avais un en tête? J'en ai aucune idée. non, je sais pas pourquoi, parce que on sait jamais finalement qui est, s'il y en a qui sont. Déjà, je les ai pas tous en tête, mais surtout de se dire est-ce que il y en a qui ont refusé, est-ce que d'autres voulaient pas, est-ce que tu vois. Donc c'est toujours, et je pense que l'aspect politique est important, même si aujourd'hui je pense pas qu'un joueur puisse dire lui il n'y a pas moyen. Je pense pas qu'on en soit là, non, mais voilà, non, moi de grande mauvaise foi qui je pourrais dire non, je sais même pas. De Mar de Rosanne cette année. On enchaîne sur nos rubriques. Allez, c'est parti. Allez, du coup, Elvis, je t'avais demandé si tu étais partant pour te prêter à nos petits jeux des rubriques. Donc, est-ce que tu as un coup de cœur cette semaine?
Ouais, tout à fait. Alors, on va sortir complètement du basket. C'est l'été. Si vous n'avez pas l'habitude de bouquiner le restant de l'année, eh ben, c'est le moment. On a un petit peu plus de temps. Je voulais vous parler de cet auteur qui s'appelle Michael McDowell. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Voilà, c'est un auteur américain qui est édité chez Toussaint Louverture, alors avec des couvertures magnifiques Ah, dorées en dessous les avec couvertures, énormément de. la Ouais, série tu connais, Blackwater est voilà, magnifique. elles sont incroyables. Donc, une fois qu'on a lu le livre, on comprend tous les petits détails. Donc, en fait, c'est un auteur américain années 80, allez, pour résumer, dans la veine de Stephen King. C'est lui qui a fait le scénario notamment d'un Beetlejuice, le film de Ok. Burton, donc pour suivre un petit peu l'univers un peu fantastique, horreur. Donc là, c'est un de ces derniers, celui-ci s'appelle Les Aiguilles d'Or. Donc ça, c'est un bon pavé, mais ça se lit, ça se lit comme une série télé. Enfin, vraiment, ça se passe à New York à la fin du 19e. Tu as un affrontement entre les hommes politiques qui veulent, une famille politique qui veut assainir un quartier de New York, le Triangle d'Or, où tu as des trafics de cocaïne, prostitution, qui est vraiment la pègre de New York. Et de l'autre côté, tu as une famille, une mafieuse gérée par des femmes, et ils vont se batailler à coups de sales coups, voilà, de lois d'un côté, de coups fourrés pour les autres. C'est violent, c'est sombre, c'est un peu du Peaky Blinders ou du Gangs of New York dans l'esprit. Donc voilà, c'est une lecture très très prenante. Et donc il s'était fait connaître avec cette saga qui avait été rééditée en France à Blackwater, qui était en 6 livres. Donc c'est des petits livres, c'est 200 pages, pareil, ça se bouffe très très vite. Donc voilà, ça c'est pareil, un peu plus fantastique. Et on compare souvent à Stephen King, dans l'ambiance un peu l'horreur qui s'infiltre un peu dans la normalité et dans le côté aussi polar très très sombre. Donc ouais, Blackwater et les Aiguilles d'Or. Voilà, des petites lectures très sympas et des objets, enfin vraiment magnifiques, quoi, tu vois, Ouais, dorés à leur chaud, en relief, voilà. et je reprends ce que tu as dit tout à l'heure sur les Blackwater, donc sur la saga de la famille Kasky et tout ce qui va se passer dedans. La couverture est un spoil global de ce qui se passe dans le volume, en fait. C'est-à-dire Mais que complètement. et à la fin, il t'explique comment la couverture a été faite et tous les détails qui sont sur la couverture se retrouvent dans le livre. Donc c'est un travail Ah ouais, c'est éditorial rigolo. C'est ça qui magnifique. au fur et à mesure de la lecture, bah, tu vois, tu as plein de petits dessins, tu as plein de Ouais, détails, et au fur et à mesure de ta lecture, même sur le dos du livre, voilà. Et tu retrouves et tu dis, ah, mais attends, mais c'est ce que je viens de lire, ça, en fait. Donc, là, voilà, il y a un bel objet et une belle histoire, quoi. Ok, super. Bah, je connaissais pas du tout. Bah, j'ajoute à ma liste, mais chaque semaine, là, entre Pierre Armand qui m'en met 5 par semaine, et puis toi maintenant, Elvis, là, va falloir que j'arrête de faire les Hoop Culture pour rattraper mon retard en lecture. Pierre Armand, t'avais un truc, toi, dans ta musette? moi j'en ai deux. Un pour. C'est l'été. Et l'été, des fois, on s'emmerde. Oui, il faut bien le dire. Donc, si vous emmerdez, je vous propose un carnet de coloriage. Et ce carnet de Ah, yes, coloriage, super, excellent. c'est un sneaker coloring book qui, alors vous allez voir, il y a tous les. Alors vous pouvez même vous C'est frapper génial. votre collection là, et c'est tous les modèles iconiques qui vont de Pro Kids en passant par Converse, Air Force One. Si vous voulez de la paire basketball, voilà, des Dunk. Alors, tu vois, tout est là et ça part de toutes les marques, hein, Reebok, Jordan 1 et tout. Troop, hein, je sais Ah oui. que Théo, tu adores ça. Voilà, je pensais à toi parce que la Avia, elle est là, mon pote, Ok. elle est ici. Et donc, ça va jusqu'en, ça remonte. Voilà, il y a la Foamposite, il y a il y a des modèles plus récents, les Yeezy et nos fameuses Balenciaga qu'on aime tant, Théo, et les Air Mag. Donc voilà, pour vous faire colorier vos modèles préférés. Et figure-toi qu'il y a plus de trucs encore absolument géniaux. Il y en a sur le graffiti. En fait, c'est sur toute la culture hip-hop. Il y en a sur les personnages hip-hop, sur les lowriders, et il y en a deux sur le graffiti et sur le hip-hop East Coast qui est là. Donc tu vois, il y a une collection complètement dingue là-dessus sur toute la culture hip-hop. Voilà, j'ai trouvé ça dans une librairie à Aix-en-Provence et ça coûte 9,90 €. Donc, c'est pas Très cher du correct. tout pour le kiff qu'on en fait. Et sur Marseille, on a un label qui s'appelle Massilia Square Garden et donc on est obligé de le montrer.
Et il fait toujours des projets magnifiques. C'est Rod que je salue. Et là, il a fait un projet qui, c'est d'habitude plus hip-hop, groove, etc. Et là, il s'est lié avec une légende de la deep house et de la disco funk new-yorkaise, Josh Huby. Et il a fait ce superbe disque. Alors, vous voyez, la pochette est magnifique. From NYC with Love. C'est du 180 grammes. Je sais même pas si c'est 360 tellement le disque il est lourd. J'ai du mal à le porter. Le travail est magnifique. Il y a 300 copies. Le son est super. Voilà, il faut aimer de l'électro, mais c'est de l'électro new-yorkaise comme on l'aime avec un groove tout particulier. Donc voilà, gros coup de cœur pour déjà pour le label Massilia Square Garden. Il fait plein de trucs. Il a fait un pop-up store à la Cité Radieuse la semaine dernière à Marseille. Donc voilà, il y a des t-shirts, vous allez sur leur bandcamp, il y a tous les disques, des goodies, voilà, il y a plein de trucs géniaux, et rien que pour le travail qui est fait, chapeau à eux, voilà. Écoutez ça, en coloriant ça, il n'y a rien de mieux. Bien vu, bien vu. Super, ça. Moi j'en ai deux aussi. Alors je vais commencer par le premier, c'est de la musique. C'est une collaboration entre deux artistes que j'aime beaucoup. Le premier, c'est un rappeur de Los Angeles qui s'appelle Blue. Moi, j'adore cet album. C'est son premier avec son camarade Exile qui s'appelait Elle Below est the horrible, Heavens. la pochette, je suis désolé, mais je l'avais vue aussi. La pochette, elle est dégueulasse. Pourtant, l'intérieur est génial, quoi. Ah ouais, je trouve dur, ouais, je sais pas. Ok, non, je vois le délire. Moi, ça va. Elle est me choque tellement pas. pas en adéquation avec ce que tu vas entendre, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, en tout cas, voilà, album très chouette donc de Blue, et de l'autre c'est la collaboration, donc c'est entre ce rappeur et des rappeurs producteurs que je préfère, Evidence de Dilated People. Donc là je vous montre son dernier album, et ces deux Angelenos se sont rejoints pour travailler sur un album commun qui s'appelle Los Angeles, qui va sortir cette semaine, et dont le thème est la ville de Los Angeles. Tous les morceaux parlent de la ville. Ils ont sorti un premier morceau qui s'appelle Lost Angels, que je trouve fantastique. Je vous mets le lien vers le clip. Voilà, je trouve que vraiment entre les prods d'Evidence et le rap de Blue, ça fonctionne parfaitement. J'ai hâte d'écouter l'album, donc je vous mets ça en lien. Et l'autre, puisqu'on parle de livres, malgré tout, j'en ai un autre de nos confrères du Crossover qui réédite leur livre La NBA c'est quoi. Donc c'est la réédition du livre avec nouvelle couverture, voilà exactement. Si vous connaissez un petit peu le Crossover, il y a des très belles illustrations. La maquette a été repensée, il y a des nouvelles illustrations dans le livre. Un chapitre supplémentaire a été rajouté, et cette fois-ci, le livre est disponible sur la Fnac. Pour l'instant, il est uniquement disponible sur fnac.com, mais si les 100 premiers exemplaires partent suffisamment vite, ils devraient être disponibles aussi en magasin. Donc voilà, c'est la NBA c'est quoi. Si vous avez raté la première édition, c'est l'édition collector avec, comme vous pouvez le voir, Victor Wembanyama en cover, qui se fait choper par Shaquille O'Neal et LeBron. Voilà, donc projet vraiment très sympa. Et dedans, voilà, il y a tout un tas de chapitres sur le dunk c'est quoi, le crossover c'est quoi. Il y a plein d'informations, c'est traité avec pas mal d'humour, et le livre est très beau. Donc voilà, c'est les camarades du Crossover qui font ça. Je vous encourage à aller vérifier. Là aussi, je vous mets le lien en description. Tu peux nous ouvrir la couverture en entier pour voir jusqu'où va le bras? Ouais, parce qu'il dépasse. Ah oui, attendez, je vous MB, montre ça. il est sur les. MB, il est sur les. Très Space Jam, c'est bien foutu. Alors, C'est la totale. Ouais, c'est clair. Oui, c'est la fin de Space Jam, mais complètement, oui, c'est clair. Et qui est-ce qu'il a? Ouais, c'est Shaq, LeBron qui l'attrape avec Kobe et Steph. Ouais, d'accord. Voilà, avec Jordan en dessous. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui as dit. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. On t'avait proposé aussi, Elvis, de nous ramener une relique. Alors, je suis curieux de savoir ce que ça va être, puisque, comme vous savez, on ne se dit pas les choses avant. Ouais, alors c'était un petit objet, un tout petit objet NBA. Je l'ai sorti de son cadre. Je l'ai acheté il y a quelques mois de ça. Donc voilà, en fait, c'est un billet vintage. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais. Il y a un petit peu de reflet. Voilà. Donc vous voyez, c'est un billet, un ticket pour un match de basket des Blazers. Je suis tombé sur cette niche, en fait, les tickets stub. Sur des sites d'enchères en ligne. Je ne sais pas si on peut citer un site qui commence par I et qui finit par et ce que je trouvais formidable, c'est qu'en fait, c'est un petit morceau de l'histoire de la NBA, quoi. Donc ça, c'est un ticket qui était d'un match du 1er janvier 1984. J'en ai fait tout un fil sur mon compte Twitter. Et donc je trouvais ça sympa. Donc là, en plus,
Voilà, on a des couleurs vives, on a la chaîne en or qui brille, la photo de Moses Malone. Il raconte plein de choses ce ticket. Et ça, on peut trouver ça pour des budgets tout à fait raisonnables. Là, pour moins de 20 euros, frais de port compris. Voilà, j'ai réussi à l'avoir. Donc, je trouve ça sympa comme petit objet pour ajouter à sa collection de maillots, de sneakers, de livres sur le NBA. Et donc voilà, c'est témoin d'une époque aussi, quoi. Donc voilà, pour 9,50 $, on pouvait assister à un match de NBA. Et ce que je trouve sympa aussi, j'ai sorti du cadre exprès. Donc en fait, derrière, tu vois, tu as une petite pub pour un tirage au sort de Safeway. Alors, c'est une chaîne de supermarchés américains et qui te propose de gagner un voyage pour deux pour un match de play-off en 2 mots. Et donc, je trouve ça assez symptomatique pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la NBA comme moi. C'est assez vraiment symbolique d'une époque où la NBA a un petit peu de peine à exister. Donc, tu avais Magic et Bird là, qui, depuis quelques années, étaient portés à la NBA, mais c'était une NBA qui était diffusée sur le sol américain en différé, qui n'était pas encore sur le marché global. Et du coup, voilà, je trouve ça assez sympathique. Et puis, bon, voilà, puis bah, Big Mo il décrit en fait le joueur. Donc, tu achètes ce ticket-là, tu as toutes les infos qu'il te faut, tu es dedans, quoi, avant même d'aller dans le match, tu vois. Donc voilà, je trouve ça très sympa, un petit ticket. Donc c'est des choses qui se trouvent facilement de toutes les époques, à tous les prix évidemment. Si vous voulez le dernier match de Jordan ou de Kobe, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Mais voilà, il reste encore des choses des années 80, 70, années 60 même, encore à des tarifs. Voilà, c'est tout petit, c'est tout fin, vraiment, vous voyez, c'est cartonné, mais voilà, petite relique de l'histoire de la NBA, quoi. Ah, super, je savais pas du tout que ça existait, ça. Il y a notre copain Comme niche. Fraîcher qui en vend un paquet aussi. Lui, il en a un wagon et il en vend, si vous allez sur sa page Instagram, des matchs des Knicks, des vieux matchs des Lakers. Il y avait toute la série avec Kobe où en effet il y avait de belles photos dessus. Moi, j'ai un copain, il s'appelle Théophile Omesser. Il est allé voir les Bulls en 93 et il a jeté le ticket. Je sais pas Alors si lui, je l'ai jeté ou si je sais pas où il est, mais effectivement, je sais pas où il est. mince. Moi, les miens, je les ai encadrés. Ceux du United Center, ils sont comme les tiens avec des photos et tout. Et derrière, en effet, il y a une pub. Je vous les montrerai. J'ai Mais désencadré. oui, voilà, C'est des beaux objets. vraiment, je Ouais, trouve, ouais. le petit objet, quand on fait une petite Ouais. collection, que ce soit les cartes de basket, les maillots, ce genre de choses, des petites choses qu'on peut rajouter. Alors, je sais pas que je suis pas tellement fan des Blazers, mais je trouve qu'il est en bon état. Il y avait la petite photo dessus. À chaque équipe, il change leur star, mais voilà. C'est une On petite dirait, chose. on dirait quand même une carte de métro des années 70 surtout. Mais oui, non, mais complètement. Ouais. Alors, je ne raconte pas On si dirait les le années pass 60, c'est vraiment les tout petits. on dirait le pass Navigo de Moses Malone, quoi. Allez, Pierre, qu'est-ce que tu nous sors cette Ah bah semaine? J'ai moi, peur, là. moi, je suis resté dans le thème. La Dream Team 2, un peu, on pouvait s'en passer, mais Nike, avaient envie de la célébrer. Donc, en 2014, ils avaient sorti une veste, tu vois, avec 1994-2014, Team USA. Ils avaient justement, j'avais trouvé ça pas mal, ils n'avaient pas mis Dream Team 2, tu vois, ils avaient bien mis Team USA ici, ce qui était voilà, plutôt délicat, avec marqué World Champs ici, et voilà, derrière il y avait le beau logo qu'on aime bien. Ah, Donc voilà, tu vois, c'était un petit hoodie qu'ils avaient sorti en peu d'exemple. Enfin, je vais passer vite à la trappe, mais voilà. C'était pas un hommage, mais un goodies pour rester dans le thème Team USA d'aujourd'hui. Et toi, Théo? Ouais, très cool. Bah, moi, je voulais rester dans le thème et je voulais sortir, à la base, je voulais sortir le livre Dream Team de Jack McCallum que je trouve excellent et impossible de remettre la main dessus à tel point que je sais plus si on me l'avait prêté et que je l'ai lu et dévoré ou que je l'ai prêté à quelqu'un qui me l'a jamais rendu. Du coup, je sors un autre livre. L'un des livres, moi, que j'ai préféré, c'est le livre A Season on the Brink de John Feinstein qui avait suivi pendant toute une saison le coach célébré et détesté Bobby Knight, donc une personne quand même assez détestable, je pense, humainement, mais un coach malgré tout qui a marqué les esprits, qui a marqué la NCAA. Et en fait, c'est vraiment une plongée dans le quotidien d'une saison NCAA avec ce grand taré, avec tout un tas de polémiques. Il jette une chaise sur un terrain, il insulte les joueurs. Voilà, c'est pas forcément à la gloire des éducateurs, mais ce bouquin, il est fantastique, vraiment. C'est, je pense, l'un des meilleurs livres que j'ai lu malgré tout sur le basket. C'est passionnant, ça se lit un petit peu. Il y a des trucs qui sont tellement dingues que tu as l'impression de lire une fiction. En fait, tu dis, mais jamais ça peut exister une personne comme ça dans la vraie vie. Donc voilà, ce bouquin de John Feinstein, c'est vraiment pour moi dans mes go-to livres, les livres qui m'ont le plus marqué. Celui-là, il est vraiment hors du commun, je trouve.
Je sais pas si Bon, vous l'avez c'est à lu. moi de rajouter un livre dans l'appli alors. Ah bah voilà, bah, très bien. Ouais, je pense que tu seras pas déçu. Puisque tu parlais de Dream Team, Ok. on le voit, voilà, c'est le Jake McCallum, le fameux, puisqu'il avait suivi l'équipe pendant la campagne des Jeux Olympiques à Monaco notamment. Donc il y a des photos au milieu, comme tous ces livres US où les photos sont au milieu, avec il raconte en long, en large et en travers ce fameux match, ce fameux scrimmage entre tous ses coéquipiers à Monaco. Voilà, le livre à l'américaine avec le papier des Picsou Magazine. Cette espèce de papier complètement horrible. Mais voilà, c'est toujours plus agréable à lire en anglais. On vous le dit souvent avec Théo. N'hésitez pas à acheter ces livres-là si vous les trouvez en anglais parce que c'est pas compliqué. À lire si vous avez l'habitude aujourd'hui avec le League Pass, vous avez cette fameuse musique des commentateurs et vous retrouvez tous ces termes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est largement déchiffrable et vous retrouvez plein d'anecdotes qui sont toujours sympas à relire. Voilà, ça c'est à voir dans toutes les bonnes bibliothèques de fans de basket. Ouais, c'est vrai que Jack McCallum est vraiment un super journaliste et donc il y a aussi le plaisir de lire voilà, avec son style, son storytelling, ça vaut vraiment, vraiment le détour. Et ben écoute, Elvis, merci encore d'avoir été avec nous pour cette émission de Hoop Culture. Bah, on aura l'occasion de se recroiser bien sûr, mais si c'est pas d'ici là, profite bien des Jeux Olympiques et puis de suivre cette équipe de Team USA et l'équipe de France bien sûr et les autres équipes. Moi, c'est vrai que j'ai hâte en tout cas que le tournoi de basket commence, qu'on puisse voir un petit peu de quel bois vont se chauffer toutes ces équipes. Pierre Armand, on se dit à la semaine prochaine, toujours fidèle au Avec poste. un grand plaisir. Eh ben, c'est parfait. Bah écoute Elvis, merci encore, à très bientôt. Passez un À bon vous, dimanche, un merci, bon les gars. week-end. Voilà, et on vous dit à très vite pour toujours plus de culture, toujours plus de basket. Ciao. Salut. Ciao.